Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire de la Banque des Territoires du programme EduRénov concernant la rénovation des écoles, réinventer la ville, sur la thématique donc des défis et des opportunités dans les QPV, les quartiers politiques de la ville. Donc on va être 1 heure ensemble pour parler de ces sujets. C'est un webinaire qu'on organise en partenariat avec l'ANRU, donc merci à l'ANRU, et avec le témoignage, le retour d'expérience de la ville de Clichy-sous-Bois. Donc merci beaucoup. On va avoir environ 45 minutes de présentation et ensuite on prendra un quart d'heure de questions-réponses à la fin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit déjà dans le chat de conversation ou alors vous pouvez les garder pour la fin pour les poser directement à l'oral à nos intervenants. Donc je vais me présenter. Donc moi je suis Maxime Lox, chef de projet communauté du Rénov'. On aura ensuite la présentation de Nicolas Chang, directeur du pôle cohésion sociale à la Banque des Territoires, suivi de Christophe Romero, qui est chargé de mission transition écologique à l'ANRU, et ensuite Arnaud Schmitt, directeur général adjoint en charge des services techniques de la commune de Clichy-sous-Bois. Donc je commence pour la présentation de EduRénov'. Donc voilà, Maxime Lox, chef de projet communauté EduRénov'. Le programme EduRénov', c'est un programme qui a été créé par la Banque des Territoires il y a environ 3 ans et qui a pour objectif, un seul objectif en fait, c'est de faciliter pour les collectivités la rénovation des bâtiments scolaires. Et pour ça, on vous propose différents accompagnements notamment des actions pour simplifier le passage à l'acte. On vous propose des ressources, des outils et on fait rentrer dans une communauté de pair à pair si jamais vous voulez rejoindre le programme EduRénov'. On vous aide à mettre en œuvre en vous finançant de l'ingénierie. On vous permet aussi de financer vos projets en vous proposant des prêts. Et on essaye aussi de valoriser les projets qui sont réalisés en réalisant des retours d'expérience. Voilà. On a pour objectif, nous, de vous accompagner pour la rénovation de vos bâtiments scolaires. Ce qu'on voudrait, c'est accompagner 15 000 projets de rénovation, sachant qu'il y a 50 000 bâtiments scolaires en France. Donc, on voudrait prendre cette part-là. Ce qu'on souhaite pour les projets qui rejoignent le programme EduRénov', c'est de viser au moins 40% d'économie d'énergie, donc aligné avec les objectifs des décrets sertières. Et on a des moyens financiers pour cela, donc on peut mettre à disposition de l'argent. Donc en tant que Banque des Territoires, on a une gestion sur l'épargne pilotée des Français. Donc si vous avez un livret A, on peut utiliser une partie de cet argent, de votre argent, pour faire des prêts de longue durée aux collectivités. Donc on a fléché 2,3 milliards d'euros pour faire des prêts aux collectivités pour financer la rénovation. Et on a aussi 58 millions qui sont prévus pour financer de l'ingénierie, donc financer des études. Et du Rénov' est un programme qui est organisé avec des partenaires. Donc, on a une cinquantaine de partenaires avec qui on travaille sur différents sujets. Donc, on travaille notamment avec les ministères, des acteurs locaux d'accompagnement comme Acté, les CAUE, les ALEC, des experts, le CEREMA, CSTB, des acteurs privés aussi. L'idée, c'est de pouvoir rassembler un ensemble de l'écosystème de la rénovation pour travailler sur la rénovation des bâtiments scolaires. Concrètement, ce qu'on propose aux collectivités pour vous aider dans votre projet de rénovation, c'est différents éléments et c'est réparti en 3 parties, des ressources, de l'ingénierie, du financement. Je détaille ces 3 éléments dans les diapos qui viennent, mais voilà, c'est ça qu'on propose, des ressources, de l'ingénierie et du financement. On fait des retours d'expérience. On a notamment sorti un petit livret qui s'appelle le panorama des cas d'école. Donc, c'est un certain nombre de retours d'expérience. Maintenant, on en a presque 150 partout en France. On documente des retours d'expérience, de projets réalisés. On fait des interviews d'élus. Voilà, on regarde des chiffres clés des rénovations et le plan de financement. Donc, si vous voulez voir une rénovation, des exemples de rénovations réalisées près de chez vous, vous pouvez vous référer à ces documents. Et on a aussi quelques vidéos sur notre page YouTube qui présentent ces retours d'expérience. On aura aussi la vidéo et le retour d'expérience de la commune de Clichy qui présente ces retours d'expérience. On organise aussi des webinaires toutes les 2 ou 3 semaines environ
Aujourd'hui, on est sur la thématique des QPV, mais voilà, dans 2 semaines, on sera sur la thématique des subventions, notamment les subventions européennes. Est-ce que du coup, on peut aller chercher des subventions européennes pour la rénovation des bâtiments scolaires? La réponse est oui, et on peut voilà, vous aider un petit peu à aller chercher ça. On fait d'autres événements aussi sur le confort d'été, sur la rénovation des bâtiments sportifs qui vont bientôt être intégrés au programme EduRénov, sur l'ingénierie, voilà, sur différents sujets, les matériaux biosourcés également. Je vous invite à regarder notre programmation si cela vous intéresse. Concrètement, pour l'accompagnement en ingénierie, on peut financer des études à 100%. Donc, si vous avez un besoin en études, on peut payer cette étude à des prestataires qu'on a déjà recrutés. Et on essaie de faire ça sur toutes les études qui sont préalables au passage du recrutement de la maîtrise d'œuvre. Donc, si vous avez un besoin, on peut certainement vous aider. Je ne détaille pas toutes les études, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un besoin. Et enfin, et je terminerai sur ça avant de passer la parole, on peut vous aider sur le financement. Donc concrètement, on peut vous proposer un prêt long terme, donc qui est sur une durée longue, qui va de 20 à 60 ans et qui est calé sur le taux du livret A. Donc le taux du livret A est actuellement à 1,5%. Pour la rénovation des bâtiments scolaires, on applique la plus petite marge qu'on puisse, qui est de 0,5%. Donc on peut vous proposer un taux à 2% sur une longue durée et le taux varie en fonction de l'évolution du livret A. Mais c'est un taux qui est souvent assez contenu et qui est dicté par le ministère. Voilà, pour la présentation d'EduRénov, je ne serai pas plus long et je passe la parole à Nicolas Chong, directeur des programmes de cohésion sociale à la direction des prêts de la Banque des Territoires. Merci Maxime et bonjour à tous. Merci pour cette invitation à intervenir dans ce webinaire EduRénov. Effectivement, les programmes de cohésion sociale, donc mon pôle comprend notamment le programme politique de la ville, qui est un programme, je dirais, historique de la Caisse des dépôts. C'est d'ailleurs une des missions régaliennes de la Caisse des dépôts qui est inscrite dans la loi, de s'occuper de politique de la ville aux côtés des pouvoirs publics. Maxime, tu peux avancer. Donc effectivement, bon, je ne vais pas vous détailler toute la fresque, mais on est là depuis très longtemps. Euh, Tout simplement parce que la Caisse des dépôts a construit dans les années 60 et autour beaucoup de ces quartiers politiques de la ville, en tout cas un certain nombre, et donc elle est engagée sur le long terme à en prendre soin, à les renouveler, à les faire évoluer, à essayer de résoudre leurs dysfonctionnements. Donc on est là depuis longtemps, on est là en appui des acteurs publics, des territoires. Donc, vous entendrez un témoignage d'un territoire tout à l'heure et de l'ANRU, donc avec qui nous sommes en partenariat depuis que l'ANRU existe, je crois. Euh, Juste avant de rentrer dans le sujet, vous dire que c'est une politique qui concerne non seulement la Banque des Territoires, mais l'ensemble du groupe Caisse des dépôts. En tant que bailleur social, évidemment, CDC Habitat est très impliqué, mais on a aussi beaucoup d'actions communes avec BPI France, notamment, qui soutient l'entrepreneuriat dans les quartiers et sensibilise beaucoup de jeunes à la question de l'entrepreneuriat, et puis un certain nombre de filiales de services, notamment La Poste ou Transdev, qui sont très présentes dans les quartiers. Voilà pour le panorama global. Maintenant, euh, je pense que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quel est l'enjeu hein, d'EduRénov dans les quartiers politiques de la ville. Alors, je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais la politique de la ville prévoit un certain nombre de dispositifs qui sont spécifiques aux fameux 1600 quartiers prioritaires de la politique de la ville qui ont été redéfinis en 2024. La facilitation de la scolarisation à 2 ans, le dédoublement des classes en CP-CE1, les dispositifs REP et REP+, les programmes de réussite éducative, les cités éducatives. Donc il y a beaucoup de programmes et l'éducation a été un thème d'intervention historique et très important hein, de la politique de la ville. Alors, malgré l'ensemble de ces mesures, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un écart persistant des trajectoires des enfants et des jeunes qui sont issus des quartiers politiques de la ville par rapport au reste du territoire.
Ça commence dès l'entrée en maternelle où on constate que les enfants qui sont issus des quartiers politiques de la ville maîtrisent beaucoup moins de mots que la moyenne de la population. Ça continue avec des retards scolaires qui sont supérieurs à la moyenne nationale et ne font que grandir entre la fin du primaire et la fin du collège. Le taux de réussite au brevet, les orientations vers des filières professionnelles et dans les filières professionnelles plutôt des filières de services que des filières industrielles, etc., etc. Je ne parle même pas du post-bac. Donc aujourd'hui, enfin, ces écarts sont statistiquement prouvés, significatifs. Ils se réduisent quand même lentement sur la dernière décennie, tout en demeurant assez élevés. Alors, est-ce il faut pas forcément en désespérer parce que les quartiers politiques de la ville, en tout cas les gros, restent quand même des portes d'entrée et jouent une fonction d'accueil de nouveaux habitants sur le territoire français. Donc en fait, je dirais c'est pas les mêmes qu'on mesure d'une décennie sur l'autre. D'ailleurs, déjà, c'est pas les mêmes enfants, mais c'est pas les mêmes familles. Il y a beaucoup de mobilité. Il y a beaucoup de réussites aussi, qui sont issues des quartiers politiques de la ville, mais les gens, généralement, quand ils réussissent, enfin, souvent, ils partent et ils sont remplacés par des personnes qui sont moins favorisées. Et donc, bah, il faut toujours recommencer cette ambition républicaine qui est celle d'accueillir, de faire grandir et de faire réussir des enfants sur ces territoires qui sont moins favorisés. Si on rajoute à ça, je dirais, des éléments qui sortent du cadre strictement scolaire, les mauvaises conditions de logement, enfin de surpopulation, malgré tous les dispositifs de rénovation, qui font que souvent les élèves ne sont pas dans des bonnes conditions pour travailler chez eux, des parents qui eux-mêmes ne sont pas forcément à l'aise avec l'école, ne connaissent pas l'école, le système scolaire français, ont des difficultés à voilà, communiquer avec l'école, les sujets d'allophonie. Donc en fait, on voit que l'enjeu enfin, de l'école dans les QPV est extrêmement important et profond, et que l'enjeu des locaux scolaires dépasse largement la question du confort d'hiver et du confort d'été, surtout pour des écoles qui sont souvent assez grandes hein, alors, il n'y a pas les quartiers politiques de la ville, il y en a de beaucoup de sortes, mais on a souvent enfin, alors, les grandes structures qui ont été construites en même temps que les quartiers. Donc on a un enjeu en fait que les élèves se sentent bien dans les locaux. C'est important parce que s'ils ne se sentent pas bien chez eux, qu'ils ne se sentent pas bien à l'école, bah, en fait, ils n'ont pas vraiment d'endroit où ils peuvent s'épanouir. Donc c'est extrêmement important. Il y a des enjeux d'ouverture. Vous savez, dans les programmes de réussite éducative, la cité éducative, l'enjeu, c'est d'avoir une approche systémique de l'accompagnement des enfants et des jeunes. Et donc, voilà, c'est de relier l'école au quartier et aux acteurs de la politique de la ville qui, plus largement, accompagnent les élèves. Donc, tout ça pour dire que, en réalité, dans les rénovations d'écoles, dans les QPV, encore plus qu'ailleurs, il ne s'agit pas uniquement de faire des rénovations énergétiques, même si c'est extrêmement important, mais aussi des rénovations fonctionnelles. Il y a des besoins d'extension, il y a des besoins voilà, de repenser vraiment le fonctionnement souvent des établissements scolaires dans ces quartiers. Et donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on peut faire, ouais, reviens un peu en arrière, Maxime, désolé, mais euh, euh, je dirais le programme EduRénov est adapté au quartier aussi bien qu'au reste du territoire. Et comme dans tout le reste de la politique de la ville, il y a un principe qui est d'abord de s'appuyer sur les dispositifs de droit commun. C'est de les euh, de s'appuyer dessus et de les solliciter. Et c'est bien ce qu'on fait aujourd'hui dans ce webinaire. Et on a, je dirais, des échanges très, très réguliers avec nos collègues d'EduRénov. Et il y a une vraie volonté d'EduRénov de développer le programme dans les quartiers, ce qui est ce que de tout le droit commun devrait faire. Mais au-delà de ça, on a effectivement, et c'est ça le sujet de cette diapositive, un certain nombre d'outils qui sont spécifiques au quartier politique de la ville. Je vais concentrer vraiment mon propos sur le pré-renouvellement urbain.
qui est un prêt qui offre des conditions qui sont en réalité très proches de l'EduPrêt, mais qui permettent d'aller plus loin pour certains projets ambitieux dans les quartiers politiques de la ville et qui permettent notamment de couvrir 100% du besoin de prêt, y compris pour des projets qui sont supérieurs à 5 millions d'euros. Donc parfois, enfin, vous verrez tout à l'heure dans les témoignages, on a des gros projets qui coûtent beaucoup plus cher que ça. Donc nous, on peut prendre avec le PRU une partie de l'argent qui est nécessaire en prêt. On peut prendre aussi la partie construction, amélioration, extension et pas uniquement rénovation, parce qu'on a souvent des projets complexes, en particulier dans les territoires en rue, mais ça, je laisserai Christophe en parler tout à l'heure. Donc voilà, donc sachez que euh, si le PRU permet, ce prêt qui est spécifique au quartier politique de la ville, permet d'aller un peu plus loin. Hein, c'est pas, voilà, l'Éduprêt reste l'outil principal, mais le PRU peut permettre d'aller un peu plus loin dans les quartiers politiques de la ville. Voilà, tu peux avancer, Maxime. Je vais aller beaucoup plus vite sur la suite. Alors, je ne vais pas trop vous parler des crédits d'ingénierie parce que, en fait, l'offre d'ingénierie des Dupré est déjà très importante. Des fois, à la marge, on peut faire davantage. Et d'ailleurs, je le cite au passage, on a, alors je sais pas, Maxime, si je veux pas spoiler, mais je sais qu'Edu Rénov se préoccupe de plus en plus des sujets de renaturation des cours d'école. Euh, Tout à fait. Il y c'est a une un question sujet, d'ailleurs dans le chat sur cette partie. Donc, voilà. on accompagnait jusqu'à présent uniquement la partie rénovation énergétique, mais là maintenant, on va aussi accompagner tout ce qui est adaptation au changement climatique, dont la renaturation des cours d'école, des imperméabilisations et végétalisation. Donc, on pourra bientôt vous accompagner sur la partie ingénierie et prêt aussi sur ces questions-là. Voilà. Et donc, typiquement, cette nouveauté, elle est issue d'un partenariat qu'on a eu ensemble, hein, EduRénov et Programme politique de la ville, avec l'IREF, qui est le Centre de ressources politiques de la ville des Hauts-de-France, pour travailler sur un programme de renaturation des cours d'école grâce au crédit politique de la ville. Donc, souvent, la politique de la ville, vous savez, est aussi un vecteur d'innovation. C'est pas uniquement des endroits qui sont en retard, c'est aussi des endroits où on est créatif, on fait voilà, on est en avance sur un certain nombre de sujets. Donc on l'a été sur la renaturation des cours d'école en Hauts-de-France avec l'IREV, et donc on est en train de transférer cette expérience à l'ensemble du territoire, donc grâce à nos collègues d'EduRénov qui vont maintenant pouvoir vous accompagner dans ce domaine. Voilà, donc juste pour citer le crédit d'ingénierie, mais voilà, donc s'il y a des trucs un peu spéciaux qu'EduRénov ne peut pas prendre dans les politiques de la ville, nous on peut toujours regarder. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Dernier point, et j'en resterai là. Tu peux avancer, hein, Maxime, mais sur ici enfance, juste pour vous dire que le prêt, tu peux encore avancer, hein, on va aller beaucoup plus vite là encore. Euh, voilà. Donc ici enfance, c'est un programme qu'on a pour financer des crèches dans les quartiers politiques de la ville. Je ne vais pas refaire l'article sur le besoin de crèches dans les QPV encore plus qu'ailleurs, mais sachez que grâce à notre prêt renouvellement urbain, on peut aussi financer des crèches, et d'ailleurs ça a été le cas à Clichy-sous-Bois. Dont les murs sont portés par Ici Enfance, qui est un acteur de statut privé, mais qui est en fait une joint venture entre l'ANRU, donc qui est notre autre partenaire, et qui intervient ce matin, donc on est en famille, et Meridiam, qui est un fonds d'infrastructure français. Et donc, grâce à l'implication de tous ces partenaires, dont nous, on peut financer des crèches dont les murs sont portés par un acteur privé. Et donc, ça permet je dirais, aux collectivités de diminuer leurs besoins de financement, puisqu'ils n'ont pas besoin de financer les rénovations de crèches ou les constructions de crèches. Alors parfois, vous verrez, hein, je crois que dans un des exemples qui sera présenté tout à l'heure, il y a une crèche dans l'opération. Bien, on peut très bien imaginer, dans certains cas, détourer cette partie-là, et la faire financer par ce programme Ici Enfance. Donc c'est de l'ordre de
c'est pas beaucoup, c'est des travaux, c'est autour de 1 ou 2 millions d'euros, 2 millions d'euros suivant les cas, mais c'est déjà ça quand vous avez un projet à 10, 15, 20 millions d'euros, pouvoir externaliser le financement d'1 ou 2 millions d'euros, c'est déjà ça de prix et pas aller chercher ça dans vos PPI ou dans des recherches de subventions externes. Donc ça, c'est faisable. On a fait d'ailleurs la première crèche qui a été inaugurée, c'est à Clichy-sous-Bois, donc on est très content. Il y en a une dizaine d'autres et l'ambition, c'est d'en faire 100. Et même, d'ailleurs, le patron de Meridiam disait l'autre jour, si on faut en faire 150, on en fera 150 dans les quartiers. Donc voilà, si vous avez aussi des projets de crèche, n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Voilà ce que je pouvais vous dire et voilà, je vous remercie. Je répondrai aux questions dans le chat pendant les interventions de mes collègues et à la fin. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. On a quelques diapos en plus qui seront envoyés aussi Oui, pour oui, ceux oui. qui seront les plus curieux sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Ça montre bien aussi la complémentarité des accompagnements entre QPV et du Rénov. Juste pour préciser, sur le programme du Rénov, on a beaucoup de collectivités qui sont dans le programme, plus de 6 000, mais principalement des collectivités de petite taille. Mais on s'adresse à tous, donc on veut aussi dire que voilà, les grosses collectivités, celles qui ont des territoires QPV, ou même pas forcément que les grosses, sont aussi éligibles et on sera ravis de les accueillir. On passe donc la parole à Christophe Romero, qui est partenaire de ce webinaire, avec du coup une présentation pour l'ANRU. Merci Maxime, bonjour à tous. Merci à la Banque des Territoires d'avoir permis à l'ANRU de participer à ce webinaire ce matin sur un sujet qui est au cœur de nos préoccupations. Avant d'aller plus précisément sur ce sujet, je vais rappeler en quelques mots l'action de l'ANRU que vous connaissez peut-être. L'ANRU, c'est un établissement public qui a été créé il y a à peu près 20 ans maintenant, un peu plus de 20 ans, pour conduire la politique nationale de renouvellement urbain, une politique qui vise à accompagner à la fois les bailleurs et les collectivités territoriales pour transformer en profondeur les QPV qui cumulent les plus grandes difficultés sociales, économiques et urbaines, hein. Donc on parle à peu près de 450, aujourd'hui c'est 447 pour être précis dans le NPNRU, 400, à peu près 450 QPV parmi les 1300, 1600, enfin 1600 pardon, plutôt, que l'on compte à l'échelle nationale, à travers deux programmes. Donc un premier programme qui a été conduit entre 2004 et 2020, qu'on appelle le PNRU, le Programme national de renouvellement urbain, auquel a succédé le nouveau programme de renouvellement urbain qui a démarré en 2014 et qui est encore en cours. Et quand on voit à l'échelle voilà, de ces deux programmes les périmètres qui sont concernés, c'est assez important. Donc, ce sont des programmes qui portent sur le territoire entier, c'est-à-dire à la fois l'Hexagone, mais aussi les Drom. On intervient notamment en Guyane, aux Antilles et dans l'océan Indien, à Mayotte et à La Réunion. Ce sont 700 quartiers qui auront été transformés à l'issue de ces deux programmes, 5 millions de personnes concernées, 24 milliards d'euros de concours financiers qui ont eux-mêmes généré à peu près 100 milliards, qui auront généré à peu près 100 milliards d'euros d'investissement. On estime qu'un euro de l'ANRU génère à peu près 4 euros d'investissement supplémentaire. Et si je zoome sur le NPNRU, le programme qui est en cours, donc lui, il porte une action massive et globale sur 447 quartiers, pour être précis. Ça représente à peu près 14 milliards d'euros de fonds de concours financiers, pardon, principalement de la subvention pour environ 11 milliards, mais aussi des prêts. Ce sont des moyens qui sont alloués à l'ANRU par ses partenaires institutionnels historiques que sont Action Logement, les bailleurs à travers l'USH, l'État bien sûr, et la Banque des Territoires qui est un partenaire historique de l'ANRU, à la fois globalement sur le programme NPNRU et plus récemment sur EduRénov, qui est le programme porté par la banque. Donc on agit sur le cadre de vie, les logements, les équipements publics, et bien sûr parmi les équipements publics, il y a de nombreuses écoles, les aménagements urbains, les espaces publics pour faire vite, mais aussi les locaux commerciaux et d'activités, et tout ça pour poursuivre un certain nombre d'objectifs qui sont inscrits dans la loi, qui sont inscrits aussi dans notre règlement général, qui sont corriger les dysfonctionnements urbains, favoriser la mixité sociale et fonctionnelle, et aussi accélérer pardon, la transition écologique et l'adaptation au changement climatique des quartiers. On peut aller à la suivante, Maxime. Donc, à l'appui de ce programme socle, hein, le NPNRU, c'est vraiment le gros programme, le programme socle de l'ANRU dans les territoires. On a développé ou on opère, pour le compte d'autres, un certain nombre de programmes et de démarches spécifiques qui visent à accélérer la transition écologique. Ça a été dit tout à l'heure par Nicolas, ce sont des territoires où on expérimente beaucoup, on innove beaucoup, et donc on le fait à travers ces programmes connexes au NPNRU
qui vise à développer l'expérimentation et le déploiement de nouvelles méthodes, solutions qui peuvent inspirer nos porteurs de projets et qui alimentent aussi la réflexion de l'ANRU sur son programme. Donc, on a plusieurs axes. Je vais aller assez vite aussi là-dessus. On a un axe innovation à travers les programmes d'investissement d'avenir. On en opère plusieurs, Ville durable et solidaire, ANRU+, démonstrateur de la ville durable aussi. Tout ça pour encourager la haute performance environnementale et aussi augmenter le reste pour vivre des habitants à travers différentes actions sur le cadre de vie. Donc, ça représente à peu près 40 projets et 171 millions d'euros de subventions. On a aussi beaucoup développé, à l'initiative de l'ANRU, une démarche pour accélérer et développer l'agriculture urbaine dans les quartiers, qui est un levier de transition écologique, mais aussi d'amélioration du cadre de vie et de développement des liens dans les quartiers, avec l'idée de massifier ces opérations. Donc à ce jour, on a à peu près une centaine de projets sur à peu près 140 quartiers et qui représentent 35 millions d'euros environ. Et puis plus récemment, depuis fin 2022, nous avons initié une autre démarche qui s'appelle Quartier Résilient et qui vise à promouvoir une approche globale des vulnérabilités des quartiers, donc qui sont sociales, environnementales, économiques, avec l'objectif d'accompagner la montée en qualité des opérations et la compétence aussi des porteurs de projets pour accroître la résilience des QPV autour de trois piliers, donc le cadre de vie, le développement local et la cohésion sociale. C'est un dispositif à la fois ciblé et renforcé vers 49 QPV qui bénéficient d'une aide supplémentaire de 100 millions d'euros. Et c'est aussi un dispositif transversal pour les autres QPV du NPNRU. Notre accompagnement est financier, mais il est aussi méthodologique. Nous produisons beaucoup de guides à destination de nos porteurs de projets, guides méthodologiques, et nous organisons aussi un certain nombre de journées nationales ou régionales où on retrouve les acteurs du renouvellement urbain. Et nous produisons aussi voilà, des webinaires et autres dispositifs d'accompagnement. Donc c'est un accompagnement complet qui va du financement jusqu'à l'accompagnement méthodologique et des missions d'appui aussi auprès des territoires lorsqu'ils en ont besoin pour les aider sur leurs projets. Et du coup, c'est peut-être une partie qui est moins connue de l'action de l'ANRU, mais nous intervenons dans ce programme global, dans tous ces différents programmes. Nous essayons de faire du renouvellement urbain un levier aussi de la réussite éducative. Alors là encore, en intervenant sur le cadre bâti, nous finançons la réhabilitation, l'extension ou la création d'équipements scolaires et éducatifs à travers le programme Socle du NPNRU. Donc il faut savoir que dans le premier programme, déjà 500 équipements avaient été créés ou réhabilités dans le cadre de l'action de l'ANRU. Aujourd'hui, ce sont 430 projets qui sont programmés et parmi ces projets, on a 320 écoles pardon, qui sont en cours soit de construction, soit de rénovation. On a également un certain nombre de programmes d'investissement d'avenir que l'on opère pour la réussite éducative. Et je salue d'ailleurs ma collègue Mélanie Vaillant qui a rejoint la rue il n'y a pas très longtemps et qui porte aussi ces programmes au sein de l'agence. Donc on a à la fois des PIA qui portent sur les internats d'excellence et de la réussite. Ça concerne à peu près 12 600 places qui sont aussi adossés ces projets, on va dire, bâtimentaires à des projets éducatifs de qualité. Donc, je ne vous fais pas le détail, mais vous voyez, c'est conséquent. C'est à peu près une centaine de projets, 12 000 places, on l'a dit, et pratiquement 360 millions, un peu plus de 360 millions d'euros qui sont investis au service de la politique de la réussite éducative. J'aurais pu citer, mais Nicolas l'a fait tout à l'heure, en amont de l'école, on a aussi voilà, le dispositif ici enfance avec Meridiam et la Banque des Territoires et le Fonds d'investissement de l'ANRU, qui est un outil un peu particulier aussi. Et puis on a d'autres dispositifs, d'autres PIA qui concourent à la réussite éducative, donc les PIA qui promeuvent l'accès à la culture scientifique et technique, et un PIA qui est à destination de la jeunesse, un peu plus largement l'éducation, mais aussi le sport, la santé, la citoyenneté. Donc toute une action qui porte quand même sur l'éducation, qui est un levier aussi essentiel à la transformation de ces quartiers pour donner toutes les chances aux enfants de ces quartiers de réussir dans leur parcours scolaire particulièrement. On va terminer peut-être par deux exemples, parce que c'est toujours bien de terminer par des exemples concrets. Alors, ce ne sont pas tout à fait des retours d'expérience, mais des exemples qui montrent justement comment les porteurs de projets se saisissent de tous ces dispositifs pour porter des actions globales sur des équipements, souvent accompagnés, même toujours accompagnés d'un projet éducatif. On arrive à concilier les deux, donc l'amélioration du bâtiment pour recevoir les enfants dans de bonnes conditions, leur permettre d'avoir des conditions favorables à leur épanouissement et à leur réussite et aussi transformer ces bâtiments pour qu'ils aient une vie plus longue et qu'ils répondent aux besoins actuels de transition écologique, particulièrement énergétique, et d'adaptation au changement climatique. Donc le premier, ça se situe à Chirol, dans la banlieue sud de Grenoble.
dans le quartier de la Villeneuve. C'est un groupe scolaire assez important, comme on en voit souvent dans les quartiers en rue. Ça a été dit tout à l'heure par Nicolas, on a des échelles assez conséquentes. Donc là, le projet a porté sur l'école élémentaire, il reste à poursuivre sur l'école maternelle. On parle de 3000 mètres carrés de surface sur 3 niveaux. Une intervention en site occupé avec la mise en place d'Algeco le temps du chantier. Et un programme assez ambitieux. Et c'est là qu'on voit la difficulté que l'on a dans ces quartiers-là, avec des bâtiments qui sont assez anciens, qui datent des années 60. Donc il y a tout un travail de mise aux normes à faire, notamment d'accessibilité PMR, d'incendie, de ventilation. La remise à norme aussi des locaux à l'intérieur, qui sont souvent assez vétustes, donc la rénovation des classes, des circulations communes, des sanitaires. Et puis, bien sûr, d'autres ambitions sur ce projet-là. Donc là, on rejoint le projet éducatif, des locaux en rez-de-chaussée qui ont été réaménagés pour mutualiser ces locaux entre le scolaire, le périscolaire et les associations, pour une plus grande ouverture de l'école sur le quartier, et une meilleure utilisation aussi du bâtiment, et un volet performance énergétique. On ne peut pas intervenir sur des objets comme ceux-ci sans les préparer et sans les adapter déjà au contexte climatique et aux enjeux énergétiques. Travaille également sur le confort acoustique. Donc là, il y a tout un travail qui a été fait sur les pots, sur l'enveloppe, avec une isolation thermique par l'extérieur, le remplacement des menuiseries, avec des ossatures et des bardages en bois sur une partie du bâtiment. La rénovation d'une sous-station de chaleur urbain, de réseau de chaleur urbain, il était déjà connecté au RCU, mais l'idée c'était de, voilà, de mieux adapter la puissance et mieux réguler cette puissance pour l'adapter aux besoins nouveaux du bâtiment rénové. Et puis un travail sur le confort d'été, avec la mise en place de volets roulants extérieurs, d'une ventilation aussi un peu musclée, sachant que là, les extérieurs étaient déjà plutôt végétalisés avec beaucoup d'arbres qui avaient déjà un bon développement, enfin des arbres qui sont anciens. Donc tout ça, c'est conséquent hein, pour une collectivité. Ça, ce sont des dépenses qui sont portées par les communes. C'est vraiment la compétence des communes. Et donc, voilà, on a un coût ici d'opération de 4 millions, pratiquement pardon, 4 millions et demi d'euros, avec les concours de l'ANRU, de l'État. Ça a été dit aussi tout à l'heure par Nicolas. On peut mobiliser les dispositifs de droit commun, hein, l'ADT, la DPV, la DSIL, et puis l'appui également d'EduRénov qui peut vraiment compléter, appuyer ce projet pour permettre voilà, de porter aussi une ambition environnementale qui soit forte et qui ne soit pas mise de côté pour traiter d'autres problématiques. Donc ce sont quand même des choix à chaque fois très compliqués entre remettre en état les classes, ça c'est ce qu'attendent les parents, les enseignants et les élèves, et puis aussi voilà, rénover énergétiquement le bâtiment, améliorer son aspect, etc. Donc c'est des équations qui sont complexes et tous les financements sont bons, et tous les accompagnements. Et puis un dernier exemple, et après j'en aurai terminé. Donc là, c'est de l'autre côté de la France, on va à l'ouest, du côté d'Angers, dans un autre quartier qui s'appelle Montplaisir, qui est dans le NPNRU, avec là un groupe scolaire qui a été étendu aussi pour accueillir un multi-accueil, qui s'appelle Voltaire. Donc on est à peu près sur la même période de construction. Vous voyez, ce sont quand même de gros équipements, hein, avec là une vingtaine de classes, du périscolaire, un restaurant scolaire. Et puis, donc, un programme qui consistait à la fois à réhabiliter le groupe scolaire existant et à l'étendre pour intégrer une crèche de 61 berceaux, 1200 mètres carrés. Voilà, des projets qui pourraient être faits aussi aujourd'hui dans le cadre d'Ici Enfance, pour un peu minimiser le coût pour la collectivité. Là encore, et c'est un enjeu vraiment fort dans ces équipements qui sont anciens, les mises aux normes, en commençant par tout ce qui est accessibilité pour les enfants qui sont à mobilité réduite et même les adultes qui interviennent dans l'équipement. La rénovation intérieure, c'est vraiment la partie qu'il ne faut pas sacrifier dans une équation financière. Donc, là encore, les classes et les circulations. Et puis, l'accent mis vraiment sur l'amélioration de la performance énergétique. Donc là, avec des ambitions très fortes aussi, des critères CIR moins 60% pour la rénovation et un bâtiment à énergie positive pour l'extension. Ça passe là encore par le traitement des pots avec l'isolation par l'extérieur, le raccordement à un réseau de chaleur alimenté par la biomasse et puis un recours assez massif aussi aux matériaux biosourcés, que ce soit pour l'isolant, pour la structure. Et un effort ici qui a été porté parce que le site s'y prêtait aussi et il y avait un besoin sur le confort d'été, avec une désimperméabilisation des espaces extérieurs, on le voit sur la photo en bas à droite, et puis une végétalisation de la cour et du parvis. Donc là encore, un projet conséquent, pratiquement 7 millions d'euros de coûts de travaux avec des financements là aussi de l'ANRU, de l'État. On retrouve ces dispositifs de droit commun, la CAF pour la partie accueil petite enfance, et puis EduRénov qui vient muscler le dispositif et qui permet aussi d'avoir ce niveau d'ambition de performance énergétique. Donc voilà un peu, alors on en a choisi deux, il y en a plein d'autres. On a dit qu'il y avait 300 équipements, la plupart sont très vertueux et concilient à la fois ces objectifs de transformation du bâti et aussi d'évolution
du programme scolaire, du projet scolaire, du projet éducatif, puisque ces projets-là permettent aussi de fédérer les acteurs autour d'une transformation et de se reposer les bonnes questions. Donc le renouvellement urbain est aussi une manière de reconsidérer la place de l'école dans les quartiers, dans la ville. Merci beaucoup, Christophe, et merci pour du coup, cette présentation et ces exemples qui donnent vraiment envie, quoi. C'est des beaux équipements avec de la végétalisation, du bois, de la matérialité. Donc, ça donne envie. Je pense que c'est important aussi de donner envie de montrer des beaux projets. Le beau, c'est Euh, important aussi. Voilà. Dans les quartiers, il faut faire aussi de belles choses, de belles réalisations. C'est aussi une valorisation du quartier et de ses habitants. Merci. Et donc, on va passer maintenant au retour d'expérience de la commune de Clichy-sous-Bois pour le groupe scolaire Paul Vaillant-Couturier. On a la chance d'avoir donc le directeur général adjoint en charge des services techniques, Arnaud Schmitt. Messieurs, dames, bonjour. Comment vous faites, monsieur Lux? Vous envoyez d'abord la vidéo et après Ouais, je présente le projet. si ça vous va, on fait ça. On lance d'abord la vidéo. Les projets Alors, que vous avez présentés étaient vraiment très intéressants. merci. En fait, Alors, c'est parti. Normalement, le Conserver son fonctionne. l'existant, c'est d'abord économiser de la matière et ensuite par les aménagements intérieurs où on va conserver l'existant, c'est d'abord économiser de la ça va faire matière comme et ça, oui, ensuite peut-être par que les aménagements intérieurs où on va faire en sorte de laisser brut le maximum de matériaux possible, laisser les réseaux apparents, laisser les bétons apparents. Sur le groupe scolaire Paul Vaillant-Couturier, l'objectif était de densifier la parcelle. On avait aujourd'hui une école maternelle et élémentaire qui était pas suffisante. Donc les équipements se sont ajoutés. Donc ça, c'était des vrais besoins du quartier, mais également les problèmes d'îlots de chaleur pour créer un îlot de fraîcheur. Mon objectif en tant qu'instructeur, c'est de venir proposer les meilleures solutions pour challenger le bâtiment, permettre d'aller vers de meilleures solutions durables. Et donc avec l'équipe projet, avec les architectes, avec les bureaux d'études, mais aussi avec la maîtrise d'ouvrage, on a travaillé à toutes les phases du projet, depuis la conception jusqu'en phase réalisation, comme c'est le cas aujourd'hui. Et ensuite, on va même suivre le projet 2 ans après la livraison, en phase usage. Alors il y avait une ambition très forte d'économie de matière sur ce projet, non seulement d'abord par la conservation de l'ancien, en minimisant au maximum les démolitions, mais également en déshabillant au maximum tout ce qui n'était pas nécessaire. Donc on va avoir des réseaux qui sont apparents, les dalles existantes en béton sont apparentes, laissées brutes, ce qui a de multiples avantages. Au-delà de l'économie des matériaux, il y a également une dimension thermique très utile. Avec une isolation par l'extérieur et l'inertie du béton en intérieur, on arrive à un confort thermique maximum. Le programme EduRénov est un programme national qui est porté par la Banque des Territoires pour accompagner les collectivités locales qui souhaitent rénover les bâtiments scolaires. Ça permet aussi aux collectivités de faire partie d'un groupe, d'une communauté. La Banque des Territoires propose également des financements pour la collectivité, donc soit par l'intermédiaire de prêts, soit par des dispositifs qui peuvent être des dispositifs tels que celui de l'Intracting, qui est un dispositif qui permet à la collectivité d'investir dans des travaux avec un retour sur investissement relativement court, et ces économies vont permettre de rembourser l'avance qui est faite. La Banque des Territoires a proposé un financement à hauteur de 14 millions sur une durée de 30 ans. Et donc on a accompagné la collectivité qui a adhéré au dispositif EduRénov. Pour ce qui est des économies d'énergie, pour la partie existante, c'est environ 40% d'économie d'énergie sur un calcul RT existant qui a été fait. On espère faire encore mieux grâce au raccordement au réseau de chaleur urbain qui va améliorer son mix énergétique. C'est déjà d'adhérer au dispositif EduRénov. Il suffit juste d'en faire la demande auprès de la direction régionale ou de son chargé de développement territorial, et donc d'avoir accès à toute cette ressourcerie, ce qui lui permet en fait de réfléchir son projet, de prendre le temps et de bénéficier de l'accompagnement de la Banque des Territoires. merci. Donc c'est une présentation peut-être un petit peu brute, envoyée sans forcément de contexte, mais au moins qui permet d'avoir une première visibilité, les grands atouts en fait du projet qui sont aujourd'hui en cours.
juste au préalable et en restant sur cette slide, peut-être rappeler un petit peu dans quel contexte ce projet est réalisé. Donc, sur la ville de Clichy-sous-Bois, nous avons la chance d'accueillir un NPRU2 adossé à une opération d'ORCOD, de réhabilitation programmée. L'intervention de l'État public foncier d'Île-de-France et de son aménageur Grand Paris Aménagement vont permettre de requalifier l'ensemble du quartier du Bas-Clichy. En accompagnement, la ville réalise des équipements publics et notamment cet équipement phare du pôle Vaillant-Couturier qui regroupe plusieurs équipements publics. J'en reparlerai très rapidement. L'objectif était que cet équipement soit, vous le disiez tout à l'heure, beau, qu'il soit qualitatif, qu'il dispose de l'ensemble des enjeux ou qui répondent à l'ensemble des enjeux environnementaux et à minima ceux qu'on impose à l'écoquartier de la ZAC du Bas-Clichy. Et donc, de facto, il a fallu s'appuyer sur une ingénierie technique assez importante pour répondre à l'ensemble des enjeux, répondre à l'ensemble des labels qui nous permettent à la fois de percevoir les subventions de l'ANRU, puisqu'il faut répondre à certains critères environnementaux, bien entendu, et donc d'entrer dans le dispositif EduRénov pour permettre le financement de la Banque des territoires. Si on peut passer à la slide, donc là, pour présenter le projet, très rapidement, donc effectivement, c'est un projet porté par la ville avec une équipe de maîtrise d'œuvre très complète, emmenée par Dietmar Fechtinger. Et vous voyez une entreprise, 14 lots qui se sont regroupés pour une réponse en entreprise générale. Et l'intérêt, c'est surtout de voir les AMO qui nous accompagnent pour faire en sorte que ce projet s'inscrive dans les attendus et les ambitions politiques du territoire, à savoir donc les intérêts environnementaux avec Switch et la démarche BDF. Je pourrais d'ailleurs dire un mot rapide sur cette démarche, qui est une démarche holistique qui permet de reprendre et de suivre toutes les objectifs qu'on s'est donnés en termes d'environnement, d'objectifs sociétaux, objectifs économiques, et de vérifier aux différents stades d'avancement du projet si on les remplit ou pas. Et c'est vraiment intéressant d'avoir un accompagnateur qui vérifie et qui tense les différents partenaires qui, pour le coup, souhaiteraient peu ou prou dégrader certains indicateurs. On observe aussi l'accompagnement d'un bureau de sociologues qui ont permis, qui ont permis de prendre la parole des usagers, de faire en sorte que le bâtiment réponde aux usagers avec une procédure d'empowerment qui a été lancée depuis le début du projet. Donc, si on peut passer la prochaine slide et la slide d'après, si tu veux bien, Monsieur Lux, pardon, si vous voulez bien. Donc là, c'est simplement le projet, enfin le quartier en tout cas, qui fait l'objet de la ZAC du Bas-Clichy et du NPRU2. Le projet dont on parle est en plein cœur de ce quartier. Sur la slide d'après, vous pourrez observer qu'il constituait un îlot de chaleur. Alors voilà, c'est vraiment l'îlot de chaleur qu'on avait au centre de ce quartier. Les taches bleues, en fait, c'est des zones boisées. Et on voit que notre équipement nécessitait une intervention et on a pu donc prendre en considération cette donnée d'entrée et de faire en sorte sur les différents objectifs, déjà de faire en sorte de casser cet îlot de chaleur, de mettre une gestion différenciée des eaux pluviales, de reprendre toutes les obligations en fait réglementaires qui s'appliquaient à cet écoquartier. On a une autorisation environnementale qui a été déposée dans le cadre de la ZAC et qui, elle aussi, fixait les objectifs en termes de plantation, de trame noire, de biodiversité. Donc, toutes ces prérequis ont été bien sûr intégrés en données d'entrée sur le projet. Et vous avez à l'écran les différents grands items auxquels on a répondu. Et notamment, c'est vraiment l'idée d'essayer de mutualiser les espaces et de regrouper sur ce site plusieurs équipements publics qui accueillait initialement une école primaire, enfin 2 écoles primaires en fait,
et qui, in fine, adossera donc 2 écoles primaires avec des locaux petite enfance, des locaux en salle mutualisée, une cour ouverte, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Une cour ouverte, c'est-à-dire que cette cour, quand elle ne servira pas au temps scolaire, servira de square, elle est vidéosurveillée, et donc l'été, les gens pourront utiliser, les habitants du quartier, utiliser cette cour pour bénéficier de ces jeux et des cours oasis qui seront aménagés. En termes d'objectifs environnementaux, par rapport aux économies d'énergie, on est classé E3C1 avec un BBC Finergie qui répond en fait aux obligations fixées dans la Convention ANRU pour permettre les financements. D'ailleurs, c'était E3C-, je crois, dans la Convention. Et en démarche BDF, on vise un label argent. Si on peut passer sur la slide juste après, juste indiquer que c'est des projets qui sont sur du temps long. Vous rappelez que les durées neuves existent depuis 3 ans. On n'a pas pu bénéficier des durées neuves depuis le début. On n'y manquera pas sur les prochains projets qui seront lancés par la ville. Mais effectivement, on est arrivé plutôt à la fin des études d'ingénierie en mise en place et le plan de financement, puisque le projet a pu commencer sa programmation en 2019 et pour une rentrée en septembre 26. La livraison du bâtiment au 6 janvier 26 indiquée sur la slide était un peu ambitieuse. Enfin, c'est moi qui l'ai porté, mais voilà. Donc, on sera plutôt sur une livraison au mois d'avril pour une ouverture au mois de septembre. C'est un temps long, on parle de 7 ans. Ceci étant, on est quand même passé par la crise Covid et une dérégulation des marchés, du coût des matériaux avec le conflit ukrainien. Donc, effectivement, avec plusieurs relances de marché, donc on a eu quelques affres qui nous ont ralenti. Somme toute, en 5 ans, ça devrait largement passer normalement. Sur la slide suivante, je ne vais pas vous reparler de la programmation, je l'ai fait. Juste indiquer, et ça c'est quelque chose d'intéressant sur la slide qui est juste après, le projet dans sa conception en fait prévoit une sorte de mall. Si tu peux juste avancer d'une slide, merci beaucoup. Un mall, en fait un accueil, un atrium où l'intérieur du bâtiment est prévu dans sa zone d'accueil qui est relativement généreuse comme un espace public. Et les équipements publics commencent après. L'objectif, c'était que par le biais de l'espace interprofessionnel, tous les professionnels de l'enfance, parce que j'oubliais, mais il y aura aussi un pôle de réussite à l'enfance, il y aura l'accueil d'un LAEP pour des formations. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'utilisateurs, une microfolie, une ludothèque. Enfin bref, l'objectif, c'était que tous ces professionnels et tous les usagers puissent se rencontrer dans cette zone d'accueil. Et donc, le bâtiment a été pensé comme ça. Et ça, c'est un point vraiment intéressant. Sur l'item d'après, c'est simplement expliquer qu'on a des classes ouvertes. La réhabilitation, ce bâtiment, il passe de 4000 m² à 9000 m² de plancher, avec une zone en réhabilitation et une zone, bien sûr, en extension. En termes de matériaux de construction, on est sur des matériaux biosourcés. De mémoire, on est en niveau 2, c'est ça, avec 42 kg de matériaux biosourcés par mètre carré de construction. Donc, beaucoup de bois et de la laine comment dit-on, excusez-moi, de la laine j'allais dire laine de roche, mais surtout pas, laine de bois, de la laine de bois. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la qualité de l'air intérieur. Effectivement, ça passe par une bonne ventilation, mais le choix des matériaux pour éviter la diffusion de produits nocifs est capital. Donc, c'est des choses qui ont été approchées et prises en considération dans le cadre de ce chantier. On a sur la prochaine slide, une slide très simple, de mise en avant d'un réemploi du mobilier. Donc, c'est en termes environnement, ressources très intéressant. Par contre, effectivement, c'est un point d'attention parce que réemployer du mobilier, ça veut souvent dire le rénover. Et pour pouvoir rénover du mobilier qui est utilisé, c'est compliqué. Donc, il y a juste une très belle logistique à mettre en place. Le projet sur la slide suivante explique qu'on a une flexibilité parce que l'objectif, c'était qu'effectivement, le bâtiment puisse évoluer au gré des classes dédoublées, non dédoublées, co-intervention, en tout cas pour les parties scolaires. La slide d'après présente la gestion des eaux pluviales. Je vais passer la slide sur la construction bas carbone, qui expliquait effectivement les modes constructifs. La slide aération, je vous la laisse passer. Je vais assez vite parce qu'il est déjà 9h52. Monsieur Lux, vous ne m'en voudrez pas. Non, non, on enverra tous les éléments de toute façon pour bien détailler tout ça. Donc, merci, super. Du matériau en réemploi, la prévention sur les déchets de chantier, bien sûr. Excuse-moi, je vais vraiment très très vite. On a eu sur ce chantier
quelques aléas qui font que les 7 ans auront été bien remplis quand même. La bonne nouvelle, c'est que le RCU, le réseau de chaleur de Clichy-sous-Bois, a pu être sauvé et que donc on va pouvoir retaper depuis de géothermie et donc raccorder le bâtiment. C'est déjà effectué d'ailleurs. Le nouvel construction au nouveau réseau de chaleur urbain qui sera alimenté par des puits de géothermie. On a effectivement une défaillance du mandataire qui a été reprise par une autre entreprise du groupement. Donc, on a perdu relativement peu de temps. Et évidemment, on s'est pris les pieds dans le tapis, parce que ce qui est très important, et là, j'avoue que c'est vraiment un point important, les études en amont dans la phase programmation, avant la désignation de la maîtrise d'œuvre, sont capitales et elles doivent être complètes. Sur cette phase-là, on a été pour le coup très rapide et certainement trop rapide, puisque nous avions des fragilités sur les sols qui n'avaient pas été correctement identifiées dans le cadre des études géotechniques. Et sur l'amiante, il y avait déjà eu des encapsulages qui nous avaient échappé, ce qui fait qu'on a eu le droit de désamianter 2 fois les bâtiments. Et donc, vraiment, sur les diagnostics amiante et rapports de sol, voilà, c'est des points assez importants à mettre en avant et avec des études à faire vraiment pousser et si possible avec un accompagnement équipe maîtrise d'œuvre amiante, en tout cas pour ce sujet dès le début. Euh, je vais passer sur la récapitulatif. Sur les points innovants, vous les retrouverez dans la slide, mais on les a dit un peu. Vraiment, ce qu'il faut reconnaître, c'est en innovation, c'est le fait de mutualiser, d'ouvrir l'équipement sur l'extérieur, de le rendre accessible et flexible dans son utilisation pour que des extérieurs puissent l'utiliser. Le fait d'avoir une cour qui puisse être ouverte en dehors du temps scolaire, ça, c'est pas donné. Enfin, c'était pas simple. Il a fallu vraiment beaucoup discuter, échanger, que ce soit avec l'IUN et les directeurs d'établissement. Donc, je dirais que sur cette démarche, pour finir mon propos, elle est avant tout une ambition. Elle traduit effectivement la volonté d'avoir un équipement de qualité qui répond à des enjeux environnementaux et sociaux nourris. L'avantage de travailler avec une démarche BDF associée, je fais juste un tout petit peu un pendant, c'est que on peut suivre tous ces indicateurs pendant le projet pour qu'ils ne soient pas dégradés et qu'on ait in fine le projet qui a voulu être mis en place dès le début. Le fait d'être ambitieux dans nos objectifs, ça nous permet aussi de bénéficier des conventionnements et des emprunts qui ont pour but de favoriser et de plébisciter les réalisations ambitieuses en termes j'allais dire, de virtuosité de la construction. Et tout ça pour juste indiquer, puisque j'ai suivi le projet avec mon collègue Alexandre Chek, ou je suis le projet avec Alexandre Chek, le chargé d'opération. Et techniquement, pour nous deux, voilà, c'est très intéressant de rentrer dans une démarche systémique de bâtiments vraiment très pointus, techniquement avancés, qui permettent par la technique, par leur fonctionnalité et leur intérêt, de répondre vraiment aux usagers. Et on a hâte que ça ouvre pour qu'on voit des yeux ébahis de toutes ces personnes qui fréquenteront ces espaces. J'ai parlé assez rapidement du projet, juste indiqué qu'en coût de travaux, je crois qu'il y avait une slide, mais on était sur 24 millions hors taxes. Sur le coût d'opération, on est plus élevé, on est sur un ratio de 1,5. Donc, on va approcher les 40 millions d'euros. Alors là, pour le coup, je parle TTC, donc 32 millions à la grosse hors taxe. Mais c'était rappelé dans la vidéo, on a bénéficié d'un prêt de 14 millions de la Banque des Territoires. Et puis, on a un financement en rue. Et merci à l'ANRU, parce que sans ces financements, on ne pourrait pas réaliser un projet aussi qualitatif. Et donc, voilà, juste indiquer que c'est un projet qui a bénéficié de beaucoup d'attention, de beaucoup d'énergie, mais qu'à la fin, on va vraiment avoir un bel outil pour la ville de Clichy-sous-Bois. Merci beaucoup. On a pris un tout petit peu de retard, mais effectivement, le programme était très chargé. Donc, merci beaucoup d'avoir fait vite pour pouvoir présenter l'ensemble de ce projet qui est très riche et pour l'avoir visité, honnêtement, très beau et enthousiasmant. On profite oui, pour remercier effectivement Ecopolis pour l'accompagnement qui est réalisé aussi. On voit bien l'intérêt d'une démarche bâtiment durable francilien pour challenger un projet, pour le rendre encore plus vertueux. On voyait des personnes d'Ecopolis dans la vidéo notamment. Donc merci pour vos 3 interventions qui étaient complémentaires. On a pris un peu de retard, mais on a fini les présentations dans l'heure prévue. On va quand même prendre le temps de faire des questions-réponses en débordant un petit peu par rapport à ce qui était prévu. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main. Il y a un bouton au milieu de l'écran qui s'appelle lever la main. Donc, vous pourrez cliquer dessus. On vous donne la main au fur et à mesure pour pouvoir
poser votre question directement à l'oral, c'est plus agréable. Mais sinon, vous pouvez aussi poser des questions dans le chat qui est à droite. Et le temps que peut-être des mains se lèvent, parce que pour l'instant, il n'y en a pas, je vais poser la première question qui est posée dans le chat. Une question, est-ce que vous avez eu des financements spécifiques pour la microfolie? Alors, justement, j'étais en train d'y répondre. Donc, je vais supprimer mon message. Alors, je dirais que oui, nous avons des financements. Ceci étant, ils n'ont pas été approchés. Là, on est vraiment sur comment vous dire, un utilisateur qui va être dans le bâtiment, mais il n'y a pas eu de financement de la microfolie lié à la construction, la conception ou l'étude du bâtiment. Là, on est vraiment sur des subventions qui viennent par ailleurs et la microfolie aurait pu être installée ailleurs sur la ville d'ailleurs. Merci. Alors, il y a une autre question dans le chat, je vais la lire. Dans les projets que vous présentez, notamment à Clichy-sous-Bois, la participation des usagers et les solutions techniques innovantes semblent déterminantes. Ma question est la suivante. Quelles pratiques ou solutions issues de ces grandes opérations pourraient être adaptées de manière réaliste et soutenable à une petite école rurale, tant en termes de participation des habitants que de choix techniques et financiers? Alors, est-ce que du coup, ce qui est présenté ici peut être réalisé aussi dans une commune de plus petite taille? Très bonne question. Alors, est-ce que quelqu'un veut y répondre? Ah, moi, enfin, je ne veux peut-être pas monopoliser la parole, mais assurément, en fait, l'objectif, c'est simplement de pouvoir réunir les utilisateurs du projet pour vérifier avec eux que le programme qu'on établit va bien répondre à leurs besoins et aux différents stades de l'avancée du programme, en stade APD, de juste faire des réunions pour leur présenter. Et souvent, on se retrouve avec des réactions très pertinentes de choses que nous n'avons pas vues en termes d'usage et qu'il faut intégrer dans le projet. Et donc, oui, oui, c'est très clairement possible, sans forcément faire appel à une équipe de sociologues, vouloir attaquer ou en tout cas aborder les sujets de genre ou de choses comme ça, mais il suffit simplement d'écouter la parole des usagers. Et pour compléter, dans le cadre du programme EduRénov, on peut financer de l'ingénierie technique, de l'ingénierie financière, mais dans les prestations d'ingénierie qu'on peut financer, on peut aussi faire réaliser des études, enfin des ateliers d'assistance à maîtrise d'usage. Donc on a des spécialistes dans les bureaux d'études qu'on a recrutés qu'on peut faire intervenir sur votre projet pour réaliser un atelier avec les utilisateurs pour essayer d'avoir faire ressortir leurs besoins, leurs attentes pour pouvoir mieux intégrer ça dans un projet de rénovation global. Donc c'est possible. Honnêtement, c'est des prestations qui ne sont pas trop sollicitées, étrangement. Mais si vous avez un besoin dans ce sens-là, on serait ravis de vous accompagner dessus. Alors, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant dans le chat. Il y avait des remarques que je vais prendre et certainement répondre par la suite. Est-ce que vous voulez peut-être ajouter un mot, chaque intervenant, en conclusion de vos présentations? S'il y avait un élément à retenir, je vous propose de faire ça dans l'ordre des présentations. Donc, Nicolas en premier, si vous voulez bien, pour peut-être dire un mot de ce qu'il y a à retenir sur cette thématique. Oui, non, mais en effet, hein, ce qu'on voit effectivement, les présentations l'illustrent très bien, c'est que les projets en quartier politique de la ville sont souvent ambitieux et innovants. Donc ça, effectivement, c'est très important pour valoriser le quartier et pour aussi valoriser ce qui se passe dans les quartiers à l'échelle nationale. Et c'est le rôle de la Banque des territoires d'avoir une action qui est universelle sur les territoires, de s'adresser aussi bien aux petits territoires ruraux avec beaucoup de guillemets qu'aux quartiers de grands ensembles, aux grandes métropoles, qu'aux littoraux et aux montagnes. Et donc on adapte nos moyens d'intervention à ces différents territoires, mais les conditions, je dirais, techniques, des prêts notamment, restent les mêmes d'un territoire à un autre. On fait les mêmes conditions, c'est notre vocation universaliste, et donc bah, profitez-en. Voilà. Merci. Christophe? Oui, ben, un peu dans la continuité de ce que vient de dire Nicolas, nous c'est pareil, en vrai, on est sur une cible particulière qui sont les QPV du renouvellement urbain, donc à peu près 450 quartiers, mais là aussi avec un cadre qui est commun à tous pour garantir une équité de traitement, de qualité et d'ambition, avec à chaque fois aussi l'adaptation au territoire, à ses moyens,
pour rejoindre aussi ce que disait tout à l'heure le collègue de Clichy. Donc voilà, on est dans du sur-mesure aussi, en fonction des moyens des collectivités qui ne sont pas les mêmes. On est dans des contextes parfois très différents, aussi dans des petites villes. Alors oui, ce n'est pas que les grandes villes, ce sont aussi des fois des petits territoires avec des quartiers plus ou moins importants. Et on voit comment un projet autour d'une école peut être aussi très fédérateur. Dans un projet de renouvellement urbain, c'est quand même un sujet assez consensuel, on va dire, qui intéresse tout le monde et qui permet à la fois voilà, de changer le cadre de vie, ça contribue aussi fortement à ça, et puis aussi de tirer les fils un peu plus loin pour parler d'éducation, de la place de l'école et des enfants dans le quartier, et se projeter sur l'avenir voilà, pour les accompagner le mieux possible. Donc ce sont vraiment des projets très vertueux et très intéressants et qui mobilisent les acteurs du territoire. Si. Arnaud, si vous avez un dernier mot. J'avais pas saisi que c'était mon tour. Merci, Monsieur Lox. Non, le dernier mot, c'est juste effectivement que grâce à l'ensemble des partenariats qui permettent aux collectivités de faire ces beaux projets, on a in fine quelque chose de gagnant-gagnant dans la mesure où effectivement, nous, on va faire des économies d'énergie sur les surfaces chauffées puisqu'on aura moins de fluide et de chauffage. On va avoir effectivement des usagers qui vont avoir un bâtiment vraiment qui sera aux normes et à la pointe de ce que l'on peut faire. Et surtout indiquer que techniquement, même si dans les villes, on perd un petit peu cette capacité, cette ingénierie interne, ça redonne du sens et ça permet aux techniciens qui interviennent sur ces sujets-là de faire de très jolis projets. Et ça, puisque je m'en tiens à ma partie expérience sur le terrain, c'est vraiment passionnant parce que c'est techniquement très pointu en fait. C'est simple, c'est basique, c'est évident, mais c'est hyper pointu. Merci beaucoup pour ces dernières interventions. Il y a une question aussi qui est apparue dans le chat sur la partie low-tech. Donc effectivement, parfois, c'est pas facile de faire du low-tech. Faut bien réfléchir à ce qu'on fait pour faire des rénovations, on va dire low-tech. On pense notamment à peut-être des sujets de régulation des systèmes de chauffage, peut-être de mettre des brasseurs d'air, etc. Par rapport à la question qui est posée. Donc tout à fait. On va pouvoir conclure ce webinaire juste pour vous donner quelques éléments sur la suite aussi. On vient d'ouvrir des candidatures pour les prix de la rénovation des bâtiments scolaires. Donc, si vous avez un projet qui vient d'être réalisé, qui est en cours de finalisation, vous pouvez candidater. Clichy pourrait tout à fait candidater à ces prix jusqu'au jeudi 30 avril. Et on sera ravis voilà, de valoriser des projets. On organise ça avec 5 partenaires pour différentes catégories. Si vous avez des questions sur la partie financement des projets, vous pouvez aussi contacter soit le programme EduRénov, moi-même, ou aussi directement vos directions régionales. Donc, la Banque des Territoires est présente sur l'ensemble du territoire français, avec des directions territoriales dans chaque région. Et vous pouvez, sur le site qui est ici, retrouver vos interlocuteurs privilégiés, notamment sur la question de demande de financement. Moi, je ne serais pas capable de vous conseiller vraiment sur les solutions de prêt, mais les collègues en région le seront parfaitement. Et sinon, on a aussi un guide qui a été réalisé par l'ANCT sur la partie des financements européens pour les quartiers politiques de la ville. Donc, on vous invite à aller regarder aussi ces éléments-là pour peut-être trouver des leviers de financement pour les projets de rénovation en QPV. Et ça me permet de faire aussi le lien avec le prochain webinaire qu'on fait dans 2 semaines tout pile sur la thématique de où trouver des subventions. Avez-vous pensé aux aides européennes? Donc, on essaiera d'aborder un peu voilà, les aides européennes existantes, le FEDER, d'autres aides, et comment aller les chercher, comment les sécuriser. On vous en parle dans 2 semaines, le financement européen. Dernière info, si vous avez donc un projet de rénovation de bâtiments scolaires et que vous souhaitez un accompagnement de la Banque des Territoires, vous pouvez simplement rejoindre le programme EduRénov. On a un questionnaire en ligne d'inscription qui dure 10 minutes et qui est gratuit et non engageant. Ça nous permet de connaître votre projet et ensuite de vous envoyer des informations qui soient adaptées à votre projet et de votre niveau d'avancement également. Donc voilà, donc si vous avez un projet, n'hésitez pas à remplir ce formulaire sur démarche simplifiée pour qu'on puisse enregistrer votre projet dans le programme EduRénov.
Voilà, donc on a fini le webinaire avec 7 minutes de retard, mais les échanges étaient assez denses. Donc merci beaucoup à nos 3 intervenants. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.